Salut tout le monde, c'était aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le chapitre 16 du livre de Marcel Pagnol, La guerre de mon père. Vidéo un petit peu plus longue, mais après, ça défile, c'est parti. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. La maison s'appelait la Bastide Neuve, mais elle était plus neuve depuis bien longtemps. C'était une ancienne ferme en ruine, restaurée 30 ans plus tôt par un monsieur de la ville, qui vendait des toiles de tente, des serpillères et des balais. Mon père et mon oncle lui payaient un loyer de 80 francs par an, c'est-à-dire 4 louis d'or, que leur femme trouvait un peu exagéré. Mais la maison avait l'air d'une villa, et il y avait l'eau à la pile. C'est-à-dire que l'audacieux marchand du balai avait fait construire une grande citerne accolée au dos du bâtiment, aussi large et presque aussi haute que lui. Il suffisait d'ouvrir un robinet de cuivre, placé au-dessus de l'évier, pour voir couler l'eau, limpide et fraîche. C'était un luxe extraordinaire, et je compris que plus tard que le miracle de ce robinet, depuis la fontaine du village jusqu'au lointain sommet de l'étoile, c'était le pays de la soif. Sur 20 kilomètres, on rencontrait qu'une douzaine de pluies, dont la plupart étaient à sec à partir du mois de mai. Et 3 ou 4 sources, c'est-à-dire qu'au fond d'une petite grotte, une fente de roc pleurait en silence dans un arbre de mousse. C'est pourquoi, quand une paysanne venait nous apporter des œufs et des pois chiches, et qu'elle entrait dans la cuisine, elle regardait en hochant la tête l'étincelant robinet du progrès. Il y avait aussi au rez-de-chaussée une immense salle à manger, qui avait bien 5 mètres sur 4, et qui décorait grandement une petite cheminée en marbre véritable. Un escalier qui faisait un coude menait aux 4 chambres du premier étage. Par un raffinement moderne, les fenêtres de ces chambres étaient munies. Entre les vitres et les volets, des cadres qui pouvaient s'ouvrir et sur lesquels était étendue une fine toile métallique pour arrêter les insectes de la nuit. L'éclairage était assuré par des lampes à pétrole et quelques bougies de secours. Mais comme nous prenions tous nos repas sur la terrasse, sous le figuier, il y avait surtout la lampe tempête, prodigieuse lampe tempête. Mon père la sortit un soir d'une grande boîte en carton, la gardine de pétrole et alluma la mèche. Il en jaillit une flamme plate en forme d'amande qui coiffa d'un verre de lampe ordinaire. Puis il referma le tout dans un globe ovoïde qui protégeait un grillage nickelé surmonté d'un couvercle de métal. Ce couvercle était un piège à vent. Il était percé de trous qui accueillaient la brise nocturne, l'enroulaient sur elle-même et la poussait inerte vers la femme impassible qui la dévorait. Lorsque le jeune fille, suspendu à une branche du figuier, brûlait lentement avec la sérénité d'une lampe d'hôtel, j'en oublia ma soupe en fromage et je décida de consacrer ma vie à la science. Cette amande scintillante éclairait encore mon enfance. Et j'ai été moins étonné 10 ans plus tard lorsque je visitais le phare de Planier. D'ailleurs, tout comme Planier, séducteur des cailles et de vaneux, elle attirait tous les insectes de la nuit. Dès qu'on la suspendait à sa branche, elle était entourée d'un vol de papillons charnus, dont les ombres dansaient sur la nappe, brûlés d'un impossible amour. Ils tombaient tous cuits dans nos assiettes. Il y avait aussi d'énormes guêtres, dites cabridans, que nous assommions à coups de serviette, en renversant quelquefois la carafe. Toujours les vers des capricornes et des lucanes, qui arrivaient la nuit comme lancés par une fronde et qui faisaient teinter la lampe avant de plonger dans la soupière. Les lucanes, noirs et poilus, portaient devant une gigantesque pince plate, aux 2 branches bordées d'une nervure en relief. Cet outil prodigieux, fait d'articulation, ne pouvait leur servir à rien, mais il était tout à fait commode pour y attacher un harnachement de ficelle, grâce auquel les lucanes maîtrisés traînaient sans effort sur la toile cirée les poids énormes du fer à repasser. Le jardin n'était rien d'autre qu'un très vieux verger abandonné, et clôturé par un grillage de poulailler dont la rouille du temps avait rongé les meilleures parts. Mais l'appellation de jardin confirmait celle de villa. De plus, mon oncle avait décoré
Du titre de bonne, une paysanne à l'air égaré qui venait à l'après-midi laver la vaisselle et parfois faire la lessive. Ce qui lui donnait l'occasion de se laver les mains. Nous étions aussi triplement rattachés à une classe supérieure, celle des bourgeois distingués. Devant le jardin, des champs de blé ou de seigle, aussi pauvrement cultivés et bordés d'oliviers millénaires. Derrière la maison, les pinettes formaient des îlots sombres, dont l'immense garrigue qui s'étendait par monts, par vaux et par plateaux, jusqu'à la chaîne de Sainte-Victoire. La Bastille Neuve était la dernière bâtisse, au seuil du désert, et l'on pouvait marcher pendant 30 km sans rencontrer que les ruines basses de 3 ou 4 fermes du Moyen-Âge et quelques bergeries abandonnées. Nous allions dormir de bonne heure, épuisés par les jeux de la journée, et il fallait emporter le petit Paul, mou comme une poupée de chiffon. Je le rattrapais de justesse au moment où il tombait de sa chaise, en serrant dans sa main crispée une pomme à demi rongée et à la moitié d'une banane. En me couchant à demi conscient, je décidais chaque soir de me réveiller à l'aurore, afin de ne perdre une minute du miraculeux lendemain. Mais je n'ouvrais les yeux que vers 7 heures, déjà bien, aussi furieux et grommelant que j'avais manqué le train. Alors, j'appelais Paul, commençait par grogner lamentablement en se retournant vers le mur, mais il ne résistait pas à l'ouverture de la fenêtre. Soudain, resplendissant et claquement de volets de bois plein, tandis que le chant des cigales et les parfums de la garrigue emplissaient d'un seul coup la chambre élargie. Nous descendions tout nus et nos vêtements à la main. Mon père avait adapté un long tuyau au caoutchouc au robinet de la cuisine. Il en sortait par la fenêtre et venait aboutir avec un bec de lance en cuivre sur la terrasse. J'arrosais Paul, puis il m'inondait. Cette façon de faire était une invention géniale de mon père, car l'abominable toilette était devenue un jeu. Elle durait jusqu'à ce que ma mère nous cria pour la fenêtre « Assez, quand la citerne sera vide, vous serez obligé de partir !» Après cette effroyable menace, elle fermait irréparablement le robinet. Nous avalions très vite les tartines avec le café au lait. Alors commençait la grande aventure. Il était défendu de sortir du jardin, mais on ne surveillait pas. Ma mère croyait que la clôture était infranchissable. Ma tante était l'esclave du cousin Pierre. Mon père allait souvent au village pour les commissions, ou dans la colline pour herboriser. Quant à l'oncle Jules, il passait en ville 3 jours par semaine, car il n'avait que 20 jours de vacances. Il les avait répartis sur 2 mois. C'est ainsi que, livrés le plus souvent à nous-mêmes, il nous arrivait de monter jusqu'au premier Pinède. Mais cette exploration, le couteau à la main et l'oreille aux aguets, se terminait souvent par une fuite éperdue vers la maison à cause de la rencontre inopinée d'un serpent bois, d'un lion ou d'un ours des cavernes. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Encore un chapitre coupé en 2, parce que celui-là est assez long. Une vidéo de 8 minutes, c'est déjà bien long. C'était Teddy, pensez à laisser un like, un commentaire, un abonnement. C'est tout pour moi. A plus.